Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer pour cet épisode dédié à la saison 3 de la série Euphoria. Nous avons déjà parlé de la série dans le podcast, dans l'épisode 4, en évoquant ses spécificités artistiques et thématiques. Euphoria revient 4 ans après la sortie de la saison 2 et il est temps de faire le bilan. Cette saison a suscité de vives réactions, des critiques acerbes et de nombreuses controverses méritées. Au cœur de ces débats, la question de la misogynie, de l'exploitation des corps féminins, le traitement des travailleuses du sexe et l'humiliation de ces actrices. Malgré la pertinence de ces accusations, de l'importance de dénoncer un créateur qui a volé le travail d'une femme artiste, de son regard masculin concupiscent sur le corps féminin, je crois qu'il est possible de pousser l'analyse un peu plus loin. Dire que Euphoria est sexiste me semble vrai, mais réducteur. Cette saison n'est pas ce que l'on attendait. Il s'agit d'une incitation à la colère de son public, ouvertement scandaleuse et provocatrice. Quels propos tient Sam Levinson à propos des États-Unis, du fascisme, de la violence, de la drogue et de la place des femmes dans cette société violente et dominatrice? S'agit-il d'une œuvre conservatrice ou bien d'une satire parfois maladroite? Que signifie cette saison qui clôt l'une des séries les plus populaires de notre époque? Comment Sam Levinson a-t-il entrepris de saccager sa propre œuvre pour la transformer en autre chose? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, j'ai la chance d'être accompagnée de Manon. Salut Manon. Bonjour Mathilde. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je suis une fervente auditrice de ton podcast, presque depuis le début. Et je suis super heureuse et super honorée de venir participer à un de ces épisodes avec toi. Et voilà, pour désamorcer un peu mon appréhension, je tiens à dire que c'est la première fois que je participe à un podcast, donc merci pour ce bel exercice que tu me proposes. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Donc je viens de Belgique et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le monde des festivals de cinéma, de ciné-clubs et je présente également des avant-premières. Donc je m'occupe notamment de la organisation, de la programmation et donc de la présentation de séances de films. Incroyable. Mais c'est plus facile à faire quand c'est en live que quand c'est enregistré. Oui, c'est un tout nouvel exercice pour toi. Oui. Merci beaucoup en tout cas de prendre ce risque, d'être venu jusqu'ici pour enregistrer avec moi. Je suis honorée. Alors qu'est-ce que toi tu as pensé des 2 premières saisons d'Euphoria? Oui, alors c'est vrai que Euphoria, je regarde très peu de séries parce que pour le travail, je dois énormément visionner de longs métrages, donc j'ai pas beaucoup de temps pour les séries. Mais Euphoria, dès les premières images et les premiers extraits que j'ai vus passer sur internet, je me suis dit non, là il faut absolument que je prenne le temps pour visionner cette première saison. Et je suis tombée tout de suite amoureuse de tout ce qui est, dès le premier épisode, tout ce qui était l'esthétique. Donc effectivement, les couleurs un peu néon, les couleurs saturées, cet univers presque onirique, irréel, hyper stylisé. Et je trouvais ça assez intéressant, le contraste entre l'univers coloré, mais finalement l'univers assez sombre qui est dépeint dans cette série. En plus, c'est souvent la nuit, il y a beaucoup de séquences durant la nuit. Et on a aussi parfois l'impression d'être dans un clip musical. Voilà, et j'ai vraiment aimé le fait que le langage visuel vienne prolonger, en fait, l'état émotionnel des personnages. Et tout ça avec, bien sûr, la musique de Labyrinth. Oui, tout à fait. Et si on est vraiment attentif dès le premier épisode, ce mélange de musique, en fait, il est incessant et il est même, j'aurais envie de dire, instable, mais un peu instable comme ces personnages. Et c'est même une sorte d'overstimulation, comme ce que peut ressentir parfois certainement Roux ou d'autres personnages. Et donc, tant le langage visuel prolonge l'état émotionnel, tant la musique vient soutenir l'état émotionnel. Et donc, j'ai vraiment bien aimé le fait que ça fasse une sorte d'unité comme ça. Et au niveau du montage aussi, le fait que ce soit hyper rythmé, hyper fragmenté, rapide, qui pousse du coup à cette overstimulation, ça m'a plu, malgré tout, malgré toutes les données qui nous étaient proposées. Voilà, on pourra encore parler du HMC, habillage, maquillage, coiffure. C'est vraiment une belle œuvre avec une identité et qui m'a tout de suite plu. Ouais. Oui, ça correspondait à tes univers, à toi, peut-être intérieur, ou en tout cas à ton goût. Cette surstimulation, beaucoup de couleurs, beaucoup de sons, la musique qui est comme une espèce de prolongation finalement de l'état émotionnel des personnages. Est-ce que du coup tu attendais
la saison 3? Oui, j'attendais la saison 3. Je vais juste revenir sur ce qui m'a aussi plu dans la saison 1, c'est en fait le côté assez nostalgique. Dans le sens où quand en 2019, j'avais déjà 27 ans. Et en fait, ça m'a fait vraiment me replonger dans l'univers adolescent, aussi les codes, les références, par exemple Roméo et Juliette de Baz Luhrmann et tout ça. Donc vraiment, ça m'a apporté vraiment un côté très nostalgique de mon adolescence, même si là, ça dépeignait la Gen Z. J'en fais pas partie, mais voilà, ce côté nostalgique m'a vraiment plu aussi dans la saison 1. T'as retrouvé des sensations adolescentes. Et la saison 2? Et la saison 2 était un peu un prolongement, mais on sentait que voilà, l'adolescence commençait petit à petit à mener vers l'adolescence. Ouais. Je pense que c'était une belle transition pour cette saison 3 qui arrivait. Quelle a été ta réaction lorsque tu as découvert la saison 3? Donc cette saison 3, j'avoue que le premier épisode m'a assez chamboulée. J'ai été même, en fait, extrêmement tiraillée dès le premier épisode, un peu en mode dissonance cognitive, tu vois. On en avait parlé aussi par message. En fait, est-ce que enfin, en tout cas, moi, je vais parler en mon nom, mais est-ce que j'avais presque envie de boycotter la série? On va bien sûr parler de toutes les thématiques qui nous ont un peu embêtés et du traitement des thématiques, mais voilà, j'avais un peu envie de boycotter cette série. Et puis je me suis dit non, en fait, je vais continuer, aussi par curiosité, mais aussi et surtout pour pouvoir me forger mon avis sur une œuvre terminée, complète, et voilà, pouvoir partager mon avis sur cette œuvre. Ouais, aller jusqu'au bout. Voilà. Quitte à ce que ça te déçoive. Oui, totalement. C'était très important pour moi, Euphoria. Les 2 premières saisons, ça faisait vraiment partie de un univers interne. C'était ma série préférée, d'ailleurs, une de mes séries préférées à un moment. Et ouais, la saison 3, j'ai vu le premier épisode. De toute façon, on s'y attendait. Avant même que cette saison 3 ne sorte, il y avait déjà des choses qui étaient sur les réseaux sociaux. Il y avait presque une espèce d'appel implicite au boycott. Parce que avant même que le premier épisode sorte, on critiquait le traitement du personnage de Cassie, on critiquait l'hypersexualisation, et c'est vrai que ça m'a dérangée, comme pour Hurlevent, où en fait l'œuvre n'est même pas encore sortie et on est déjà en train de la défoncer, pour des raisons qui sont peut-être bonnes, mais on donne pas sa chance à l'œuvre. Et ça m'a vraiment embêtée, comme pour Hurlevent. Et donc du coup j'avais la même idée que toi de ça me déçoit, ça va peut-être pas me plaire, mais par contre j'irai jusqu'au bout. À moins vraiment que ce soit inregardable, comme ça a déjà été le cas, je peux penser à la série True Blood, série HBO, où il y a eu 5 premières saisons assez solides, et ensuite à partir de la saison 6, à partir du moment où il y a les faits, mais ça devient inregardable, tu te sens véritablement insultée en tant que spectatrice, tu vois. Et là, c'était pas le cas. Je sentais qu'il y avait quelque chose de râpeux, quelque chose qui vient gratter, qui vient presque grouiller sous le vernis de allez, je vous mets des images impressionnantes. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a en fait? Un peu comme quand tu soulèves une dalle et qu'il y a des fourmis un petit peu qui pullulent dessous. J'avais envie d'aller regarder. Et j'étais intéressée par l'ambiguïté et l'ambivalence que cette saison 3 m'a fait ressentir. Donc peut-être que c'est un peu pareil pour toi aussi au fur et à mesure du déroulement de la saison. Oui, tout à fait. Je sais, on va revenir sur certaines thématiques, mais je pense que je vais nuancer au fur et à mesure des points que l'on va aborder. Bien sûr. Pas de souci. On va faire un petit topo sur le créateur de la série, Sam Levinson. Donc j'ai découvert pendant l'écriture de cet épisode qu'en fait c'est un Nepo Baby. Donc un Nepo Baby, c'est un héritier en fait du cinéma. Son père c'est Barry Levinson, donc le réalisateur entre autres de Rain Man. Et déjà, même avant la saison 3, il y avait beaucoup de controverses autour de Sam Levinson. Ça, j'en avais pas parlé dans l'épisode 4 du podcast parce que je n'étais pas au courant à l'époque, donc on va en parler maintenant. Notamment le vol du travail de la photographe Petra Collins. Petra Collins, c'est la personne qui est responsable de l'esthétique des 2 premières saisons. Les couleurs, les lumières, presque en fait cette esthétique rêve, vaporeuse, extrêmement vibrante, c'est elle. D'ailleurs, quand Sam Levinson l'a contactée, il lui a dit « J'ai écrit une série basée sur tes photos ». Donc elle a fait tout le travail préparatoire de la série avant d'être évincée
au moment du tournage, donc c'était absolument scandaleux, ça a été sous le tapis. Et ça montre vraiment la psychologie de Sam Levinson. Il est connu pour être désorganisé et chaotique dans son travail. Il va improviser beaucoup sur le tournage, il va faire des changements de dernière minute, ce qui rend le travail pour l'équipe technique, le cast et les extras laborieux et difficile. Il y a eu beaucoup de plaintes, en fait, diverses et variées, des journées de travail qui allaient jusqu'à 15 à 16 heures, des nuits entières à travailler. Voilà, c'est pas quelqu'un, je pense, de très sympathique, Sam Levinson. On peut dire ça, et on a une idée de qui c'est à travers ses œuvres, et notamment, il me semble que c'est son premier film, Assassination Nation, que tu as vu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ? Oui, donc Assassination Nation, il est sorti en 2018, c'est une sorte de thriller satirique, il y a énormément de comédie, mais avec de l'humour noir, il y a aussi les codes de l'horreur, un peu du gore en fin de film. Oui, je trouve que c'est intéressant de revenir sur ce long métrage pour essayer d'un peu plus comprendre comment fonctionne Sam Levinson, et se rendre compte qu'en fait ce long métrage, ça a été les prémices d'Euphoria, parce que c'est l'histoire de 4 super copines au lycée, donc nous on appelle ça les secondaires en Belgique. Ces 4 meilleures amies, elles sont dans une ville qui s'appelle Salem, hein. Et en fait, elles vont se rendre compte que la ville, au fur et à mesure de leur pérégrination, chaque personne autour d'elles se font hacker leur compte. Donc il y a un énorme piratage des habitants de la ville. Et donc voilà, la vie privée de chaque habitant est exposée. Et donc on se rend compte que chacun a ses petits secrets, chacun a ses petits vices. Et comment ces 4 meilleures amies vont essayer de survivre dans ce changement, on va dire, de paradigme dans leur ville, parce que tout le monde commence à s'attaquer à ces filles-là, parce qu'en fait, il est slut-shame un petit peu et compagnie, alors que quand on regarde bien les faits, eux aussi ont leur vice. Et finalement, c'est extrêmement hypocrite de leur part de vouloir s'en prendre à des jeunes filles qui essayent de vivre leur sexualité de manière la plus libre possible. Et quelque part, c'est la ville qui est perverse, qui est voyeur et compagnie, et qui ne sont finalement que dans le refoulement de leur propre pulsion, et alors que ces filles-là, elles, au contraire, elles essayent de vivre librement. Donc je trouvais ça super intéressant, surtout qu'à la fin de ce film, la morale qui est exposée, Sam Levinson quand même écrit le monologue de fin de cette personnage principale féminine, et voilà, elle prend en partie les spectateurs, mais elle prend en partie aussi finalement les personnages de cette ville, en mode, mais en fait, regardez qui vous êtes, et maintenant vous voulez vous en prendre à nous et aller au-delà de l'écran, parce que voilà, quand on a l'écran, souvent de manière anonyme, on peut lyncher les personnes, mais là ça en vient vraiment aux mains, aux armes, et elle dit ok, ben vous voulez vous battre, ben on va se battre. Mais je trouve qu'il y a une vraie morale de regarder qui est finalement le pervers dans l'histoire. Ouais. Et ça m'a permis peut-être d'aborder la saison 3 de manière plus compréhensive par rapport à Sam Levinson, parce que j'essayais de garder cette morale qu'il avait développée dans Assassination Nation, en me disant mais oui, en fait, il a quand même un regard critique sur la société et il nous montre les défauts de la société, mais en fait il en est conscient et il va pas abuser de ça. Comme tu le dis, il va montrer que les vrais pervers, c'est la société bien sous tout rapport. Il me semble qu'il y a un prof qui couche avec une de ses élèves. Et en fait, ces jeunes filles vont être le réceptacle et désignées comme bouc émissaire par la ville comme le problème, ce qui est très très intéressant dans une chasse aux sorcières. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un film qui parle de violence masculine, systémique. Donc c'est hyper intéressant quand tu vois les critiques de la saison 3 de Sam Levinson fait n'importe quoi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il peut tenir un propos aussi progressiste tout en ultra sexualisant ses actrices, et notamment en ayant tendance beaucoup à les dénuder. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé plus tard dans The Idol, donc la série avec Lily Rose Depp et The Weeknd, où il y a eu un peu la même chose que pour Petra Collins. Il y avait une femme en fait qui était censée travailler sur la production du film, de la série pardon, qui a été évincée, et Sam Levinson a repris avec The Weeknd derrière. Bon, The Idol, je vais te demander ce que tu en as pensé là tout de suite, mais moi j'avais trouvé ça pour le coup inregardable. J'avais essayé 1 ou 2 épisodes et vraiment c'était trop pour moi. Toi, comment tu as trouvé ? Je t'avoue que j'ai dû louper 2 épisodes en plein milieu pour finalement voir l'épisode final, et c'est tout parce que c'était assez... Mais en fait, moi je trouvais ça assez gênant, ne serait-ce que pour Lily Rose Depp, mais bon, si, voilà, j'ai pas...
j'ai pas les dessous de l'histoire, mais si elle est heureuse de son travail et qu'elle était consentante et que tout s'est bien passé pour elle, vraiment, je suis très contente pour elle, mais j'avoue que moi, j'étais assez mal et je trouvais ça assez gênant. Ouais, j'ai même mis le mot infâme, en fait. Et parfois même puéril et ridicule dans les stéréotypes, ne serait-ce que voilà, le chanteur Abel, enfin The Weeknd, quand il incarne un gangsta, on a l'impression qu'il a regardé vraiment les stéréotypes du gangsta. Ok, je vais devoir faire ça, ça et ça. On va un peu additionner ça avec le chef de secte. Ok, un chef de secte, comment ça fonctionne, tout ça. Et il y a beaucoup de surjeux. Et finalement, moi, ce qui m'a juste retenu, c'est le travail sur la musique. Quelque part, je trouvais que les musiques étaient mieux que les épisodes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me suis dit ça, notamment quand il y a des scènes de sexe qui commencent à apparaître. Je trouvais ça, mais ridicule. Enfin, je levais les yeux au ciel, cette représentation de la sexualité, mais je me disais, c'est pas possible. Et ce personnage-là de gangster, pareil, en fait, je voyais juste un petit garçon déguisé en gangster. C'était gênant. C'était très, très gênant et... En plus, Sam Levinson s'est un peu ridiculisé parce que la première a eu lieu lors du festival de Cannes et lui, il était trop fier de ce qu'il avait fait. Ouais. Il disait ça va être la série de l'été. Ça a été un flop pas possible. Donc c'est là qu'il a commencé à prendre pas mal de critiques publiques et des critiques de cinéma, de redescendre un petit peu. Déjà t'as volé l'esthétique d'une personne et ensuite ce qui peut t'appartenir à toi, là on n'est plus trop sûr que t'aies quelque chose de si intéressant que ça à dire. Donc c'est pour ça que cette saison 3 pour moi elle était très mal attendue. Parce qu'il y a eu notamment The Idol juste avant. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la production de cette saison 3. On a eu le départ de Barbie Ferreira, qui jouait le personnage de Kat. Déjà dans la saison 2, elle était quasiment presque totalement coupée au montage. Les caractéristiques de ce personnage ont été effacées. C'était très questionnant ce qui s'est passé pour le personnage de Kat. Elle a disparu, les dialogues étaient ridicules, les situations étaient ridicules. À ce propos, Barbie Ferreira a pu s'exprimer dans plusieurs interviews et plusieurs podcasts en expliquant que elle est partie et que c'était une décision mutuelle entre elle et Sam Levinson parce que, je la cite, il ne s'identifie pas à Kat. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cet homme qui crée en majorité des personnages féminins, qui les fétichise, il ne s'identifie pas au personnage de, je vais le caricaturer, mais de la femme qui sort des codes hégémoniques de beauté, qui est en surpoids. Et déjà là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, elle ne cite pas des maltraitances, elle dit juste c'est une décision mutuelle, tandis que Labyrinth, donc qui a fait la musique, lui, il a dit carrément ne pas vouloir être utilisé. Il a dit double fuck euphoria. Enfin, il a fait un message très violent à l'égard de Sam Levinson. Et il a été remplacé par Hans Zimmer. Ouais, mais c'est vrai que quand j'ai vu son post incendiaire sur Instagram, lorsqu'il parlait de HBO, de Columbia et compagnie, je me suis dit waouh, c'est quand même assez questionnant. Et voilà, pourquoi avoir choisi Hans Zimmer ? Moi, c'est une grande question. Je pense que c'est le compositeur avec John Williams qui est le plus reconnu. Est-ce que c'est pour l'ego trip ? Est-ce que c'est parce que Hans Zimmer se caractérise par sa pluralité ? Il peut aussi bien faire la musique de Dune que de Christopher Nolan. Il y a quand même un univers assez large chez Hans Zimmer, mais je pense que c'est surtout pour l'ego trip. Ouais, tout à fait. Toi aussi, oui, tu le sens comme ça? Oui, complètement. En plus, bon, on pourra reparler de la musique, mais je trouve qu'elle n'apporte pas grand-chose. J'ai aucun souvenir de la musique dans la saison 3. Ouais. Elle est, alors que c'était intrinsèque aux 2 premières saisons, là dans la saison 3. Enfin, je me rappelle qu'il y a eu un tollé parce qu'il y a une espèce de reprise de Sous l'océan, je crois, quand Maddie arrive au mariage de... Et enfin voilà, vraiment la musique est anachronique, elle ne fit pas du tout avec l'esthétique de cette saison 3. Oui, comme on a dit, autant avant ça soutenait l'état mental des personnages, autant ici ça accompagne mollement les scènes, effectivement on s'en rappelle très peu. Et voilà, je pense que ce changement, c'est une sorte de changement stylistique aussi, c'est un grand changement qui a dû décevoir énormément de fans.
Et finalement, dans les saisons précédentes, l'émotion pouvait naître de plein de paramètres différents, mais la musique en faisait partie, alors qu'ici, j'ai l'impression que l'émotion, elle naît aussi plus dans les regards et les silences que dans les musiques, dans les séquences accompagnées par la musique d'Hans Zimmer. Je trouve ça quand même incroyable. Oui, il y a eu un retournement, un vrai clash. Ce qui s'est passé aussi pendant la production de cette saison 3, c'est que l'acteur qui interprétait Fesco, Angus Cloud, est décédé, donc en 2023. Il est décédé des suites de son trouble addictif. Angus Cloud n'était pas un acteur, en fait, il a été repéré par les directeurs, directrices de casting, dans l'espace public, et ils ont vraiment construit le personnage de Fez autour de Angus. Je pense que Sam Levinson s'est énormément identifié à Angus, lui-même ayant souffert d'addiction. Il a créé le personnage de Roux, qui est son avatar, clairement, et disons que tourner la série aidait Angus à tenir. Et que après la saison 2, après la fin du tournage, d'ailleurs Sam Levinson avait très très peur parce qu'il y avait plus ça pour le tenir. Il a fait beaucoup de cures de désintoxication. Il rechutait constamment, c'est même arrivé pendant le tournage qu'ils doivent aller en cure. Et en 2022, Angus a perdu son père. Et là, c'était perdu, il a fini par décéder. Sam Levinson qui a dû réécrire la saison 3 parce que Fesco devait être un personnage au centre de cette saison. Et donc du coup, il a tenu à le faire apparaître dans la saison 3 en disant « Si j'ai pas pu le maintenir en vie dans la vraie vie, je l'ai maintenu en vie dans la série ». Il parlait aussi de donc ça c'est dans IndieWire's Filmmaker Toolkit, donc c'est un podcast dans lequel Sam Levinson intervient en anglais, voilà, si vous avez envie de l'écouter. Il parle de la grève des scénaristes, puis du décès de Angus Cloud, et il s'est dit que, je vais le citer, la trajectoire de la série doit changer. Si je dois revenir faire une saison 3, j'ai besoin que cette histoire ait du sens et qu'elle mérite d'être racontée. Nous avions besoin de nous débarrasser du monde de l'illusion et de parler de la réalité. Je trouve ça intéressant qu'il parle de ça, parce que c'est vrai que les 2 premières saisons sont très oniriques. D'ailleurs, on lui a reproché ça, le fait de ne pas du tout être réaliste. Les gens disaient « Oui, mais c'est une série sur le lycée et ils vivent pas du tout comme des lycéens. » Oui, c'est le but, en effet. C'est de coller à l'émotionnel adolescent, mais pas forcément à ce qui se passe pour des vrais ados. Et là, il s'est intéressé à la réalité, je crois, des États-Unis, et notamment, ce qui est le fil rouge de cette saison 3, c'est le fentanyl. Le fentanyl et l'émergence, même pas l'émergence, les rapports de domination, de pouvoir et le fascisme. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais c'est vrai que dans la saison 1 et la saison 2, au final, c'était un point de vue très subjectif, adolescent, et donc il y a ce qu'on projette, ce qu'on fantasme, ce dont on a envie, tout ça, que ici c'est un peu le réveil après l'euphorie. Exactement, c'est vrai. Et effectivement, on est plus dans le brut, et je pensais à cette phrase de Monica dans Friends, genre « Welcome to the real world, it sucks, you're gonna love it ». Oui, c'est un peu ça, en fait, ça y est, maintenant, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe, à quoi on est confronté, quelles sont nos responsabilités. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure de la saison 3, je me suis dit « Ok, en fait, j'accepte, en fait, le monde évolue ». Les personnes évoluent, on n'est plus du tout dans cet espace adolescent, lycéen. Donc voilà, maintenant on voit autre chose. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que l'esthétique, la musique a évolué pour pouvoir coller plus à cette vision du monde adulte. Ouais, c'est un peu la gueule de bois en fait, la saison 3. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe directement à cette fameuse saison 3. So you're working? Yeah, at a strip club. Managerial stuff. Got some party leftovers. Do you want to have some fun? Throughout the history of America, there have been windows of time where anyone could strike it rich. It's all about timing. Let's make some fucking money. What you need is a career architect, and I'd love to manage you. I just feel like if more people knew me, I would be huge. That's debatable. All I have to do is see this guy twice a month and he pays my rent. Oh, you love it. Oh, I'm gonna clean up. Rue belongs to us. You killed one of my bitches. I'm taking one of yours. Hola. You do this thing,
Might be another promotion for you. Peut-être qu'on peut un peu résumer l'histoire, vaguement, de ce qui s'y passe. Est-ce que toi, tu te sentirais de le faire ? Je peux essayer. Ouais. Et si ça va pas, Ouais. Donc, 7 ans séparent donc les sorties de la saison 1 à la saison 3, mais en fait, j'ai l'impression que c'est notifié nulle part et que le temps, les années qui ont passé, j'ai pas l'impression d'avoir vu un carton, Alors, un carton, mais... Je crois que c'était dit dans les interviews que ça se passe 5 ans plus tard, d'accord. après le lycée, mais je crois en effet, t'as raison, qu'il n'y a pas en effet un carton qui dit 5 years later. Voilà, c'est ça. Mm-mm. Et donc on retrouve évidemment Rue, qui va devoir faire face à ses conséquences, à ses dettes accumulées. Laurie revient dans son siège. Laurie est un peu ce personnage horrifique, hein, vraiment, moi elle me fout les boules. On retrouve également Cassie qui va se marier avec Nate. Je pense qu'on va parler, hein, mais que les personnages, en fait, on se dit, mais ce sont plus les personnages qu'on a connus, même si on essayait de reprendre leur base... Au niveau de leur personnalité, on n'a pas l'impression qu'ils vont évoluer comme ça en tant qu'adultes. Oui, on va retrouver nos personnages qu'on connaît très très bien dans leur début d'âge adulte. Et je suis d'accord avec toi, c'est ce qui est vraiment revenu en premier comme argumentaire. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Je ne dirais pas ça. Je dirais que en effet, il y a un changement, mais qu'en fait, c'est plus important pour Sam Levinson. La psychologie des personnages, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ou en tout cas, ce n'est pas la psychologie des personnages des 2 premières saisons principaux. Là, ça parle plus de Rue, ça parle plus de Maddie, ça parle plus de Cassie, ça parle des phénomènes systémiques autour de ces jeunes adultes. Oui, donc, comme on l'a dit... Il y a une rupture thématique et esthétique entre les 2 premières saisons et cette saison 3. La rupture dans la mise en scène, notamment la mise en scène maximaliste dont on a parlé, les mouvements de la caméra, les couleurs, la narration, les émotions volatiles des personnages. C'était beaucoup tourné en studio, c'était expressif, c'était subjectif, il y avait les maquillages, les costumes qui étaient iconiques, qui racontaient une histoire et qui faisaient partie de l'identité de la série. Ça parlait de drames adolescents, l'addiction du point de vue de Rue et de sa famille. C'était centré sur les relations entre les personnages et, comme tu l'as dit, le rythme était frénétique et rapide. Cette saison 3, on a l'impression qu'il est en train de nous rage bait, son propre public, de nous inciter à la colère. Donc là, je vais citer Maddie qui parle à Cassie dans un épisode. Plus ces idiots sont en colère, plus tu te fais de l'argent. Donc je crois que c'est ce que Sam Levinson pense de nous. Cette saison 3, ce qui va vraiment la caractériser, c'est que là, on est dans des décors naturalistes, donc on va être dans le désert. Ça va être beaucoup plus orienté autour de la matière, de la poussière. C'est un slow burn, le rythme est très très lent, à tel point que parfois on s'ennuie. Et surtout, là, il y a une réinvention thématique. Là, cette saison, c'est un thriller et un western. D'ailleurs, il va emprunter beaucoup une sorte d'esthétique à la Tarantino, de la glorification de la violence, de la catharsis. C'est vraiment l'inverse de la romanticisation des 2 premières saisons. C'est une saison qui est mesquine, râpeuse et qui repousse son public. Donc la complexité des personnages principaux est évacuée, comme on l'a dit. Là, on est face à des idiots unidimensionnels qui prennent de mauvaises décisions et qui sont perdus. On est sur du minimalisme émotionnel. Mais oui, je suis d'accord. Ici, le montage devient vraiment plus lent, plus contemplatif, même finalement plus classique. Il fait référence effectivement au western. Les silences prennent de l'importance, comme on a dit tout à l'heure. Et quelque part, les émotions ne sont plus du tout ici traduites à l'image par tous les stimuli visuels. Au contraire, là on revient vraiment dans les regards, les respirations, les conversations, encore une fois, avec Ali et Rue, qui posent vraiment le rythme, qui posait déjà le rythme dans les épisodes dans les saisons précédentes, ou avec cet épisode spécial entre la saison 1 et la saison 3. Et au niveau esthétique, je suis allée voir si c'était le même directeur de la photographie. Je me suis dit, tiens, c'est tellement différent, mais en fait non, ça reste Marcel Rêve, qui est donc directeur de la photographie hongrois, et en fait il a collaboré avec Sam Levinson sur quasiment tous ses projets, dont Assassination Nation, dont Malcolm et Marie. Ils ont finalement changé leur signature, et ils s'éloignent vraiment de leur extravagance visuelle de l'époque, mais je me demandais aussi à quel point ils s'éloignaient pas de leur extravagance visuelle de l'époque pour s'éloigner du travail de Petra Collins, pour ne plus qu'on lui reproche quoi que ce soit. Oui, c'est possible. Donc je pense que ça doit être multifactoriel, ce choix de changement dans l'esthétique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça me semblerait logique. On reviendra plus tard, bien sûr, sur les thèmes de rapport de force et de domination. On va adresser l'éléphant dans la pièce.
l'éléphant qui a fait parler tout le monde. Moi, j'avais l'impression d'être dans une bulle algorithmique sur les réseaux, je ne voyais que ça. La misogynie. Grande question, Sam Levinson déteste-t-il les femmes? Donc dès la saison 1, c'est vrai qu'on est face à une série qui fait du softcore porn. Donc on a de l'ultra-nudité, on a beaucoup de scènes de sexe. Et j'ai l'impression qu'il se dessine 2 archétypes féminins chez Sam Levinson. Je dirais la vierge asexuelle, dans laquelle je rangerais Rue, Kat au début, et d'ailleurs Lexi, et la putain. Et ce qu'on va voir dans cette saison 3, c'est qu'on retrouve une autre forme d'archétype, qui sont les travailleuses du sexe. Et ces femmes-là, notamment je pensais au personnage de Angel, avec qui Rue a une brève relation, puis qui est amenée à disparaître dans des conditions particulières dont on pourra reparler. Là, cette fois-ci, ces femmes-là, ce sont des martyrs et des sacrifiés. Ce qui est intéressant dans la représentation du travail du sexe, c'est que elles sont montrées, ces femmes, donc Kitty par exemple, qui subit un viol dans la boîte de striptease, comment dire, elles sont montrées comme exploitées. On sort de la glamourisation, de la romanticisation du travail du sexe comme ça peut l'être dans d'autres médias. Là, c'est, voilà, je vais vous montrer l'horreur que ça peut être. Il y a même un parallèle avec Rue et Faye qui sont des mules pour Laurie et qui doivent avaler du fentanyl. L'argument qui est beaucoup revenu, c'est que ces scènes où elles avalent des ballons avec du lubrifiant étaient tournées comme du porno. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la misogynie dans cette saison? Oui, très vite. D'ailleurs, avec ces séquences de passage de drogue, je me suis dit que Sam Levinson prend vraiment un malin plaisir à torturer ses personnages, à les objectifier, et il pousse vraiment dans la provocation. Mais est-ce qu'encore une fois, c'est un questionnement de sa part en mode, voilà, je vais pousser le curseur très loin pour voir quelles seront les réactions du public, ou est-ce que lui est seulement et simplement vicieux et pervers. Et effectivement, je me suis vite rendu compte que dans chaque séquence, on voit des seins de femmes nues. Et même dans l'appartement de Jules, si elles sont habillées toutes les deux, pouf, sur un des tableaux, on voit un corps nu avec des seins. Et je suis là, mais c'est pas possible. Donc en fait, il y a des bustes de femmes nues dans toutes les séquences. Et en fait, j'en avais vraiment marre assez rapidement de voir tous ces personnages féminins se faire humilier, ridiculiser, les pleurs en gros plan comme si on glamourifiait finalement la souffrance féminine. Et justement avec le personnage d'Angel, il y a des plans qui sont assez similaires avec les plans de Cassie dans la saison 2, quand Cassie elle pleure, elle en peut plus, elle a trop de pression par rapport à cette situation cachée avec Nate. Et il y a plein de gros plans sur Cassie où elle pleure, mais finalement elle est filmée de manière magnifique. Et là, je trouvais qu'avec Angel, c'était la même mise en scène de, voilà, Angel est souffrante, elle pleure, et pourtant, en fait, on essaye de glamouriser. Elle reste magnifique aussi. Et aussi, une réflexion que je me faisais, c'est que, voilà, encore une fois, dans mon viseur, je garde Assassination Nation, et donc je me dis qu'en fait, Sam Levinson est bien au courant du male gaze, parce qu'il le dénonce, le male gaze, dans Assassination Nation. Et j'ai l'impression que à chaque fois dans les saisons précédentes, il y avait une justification au fait qu'il y avait de l'humiliation, peut-être pour susciter de l'empathie, une réflexion, alors que ici, j'arrive pas en fait à comprendre vraiment Sam Levinson, et je me dis que il explique le male gaze de Cassie. Ok, Cassie, elle essaye de reprendre à son avantage ce male gaze en l'exploitant sur OnlyFans pour pouvoir en retirer de l'argent. Mais au final, c'est une belle mise en scène aussi avec pas une mise en scène, une belle mise en abîme avec ce que Sam Levinson fait avec Sydney Sweeney. Et en fait, Sam Levinson fait lui-même partie du problème. Donc en fait, je me pose beaucoup de questions, un peu comme... Je crois que je te l'avais dit par message, mais le réalisateur Harmony Korine, avec Spring Breakers, quand je suis sortie de ce film, je me suis dit, ok, ce type, soit c'est un génie, soit c'est un pervers. Mais en fait, j'arrive pas à déceler ça chez lui. Parce que par exemple, je repense à la position de voyeuriste dans Funny Games de Michael Haneke, c'est très clair qu'à partir d'un moment, il y a un personnage qui nous prend en partie en mode, mais attention, vous regardez le film, et vous continuez, donc vous êtes vous-même voyeur. Et voilà, tous ces questionnements-là, j'arrivais pas à vraiment les déceler chez Sam Levinson, qu'est-ce qu'il essayait de nous faire comprendre. Ouais, c'est très difficile de trancher, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai qu'il a un regard sadique sur ces actrices, comme tu le disais, c'est presque... Enfin,
un rituel d'humiliation. Mhm. On a appelé ça notamment Mhm. le personnage de Sydney Sweeney, où il y a toutes ces scènes où elle passe par tous les fétiches, le fétiche des pieds, fétiche bébé, ça a été vraiment très très détaillé. C'est quand même paradoxal de critiquer l'exploitation et l'objectalisation des femmes, tout en reproduisant exactement les mêmes images et les mêmes codes. Enfin, elle est où la critique si tu répliques exactement ça comme ça? Tout à fait. Et ça me fait penser à ce dont ont parlé les actrices, où en fait, dans plusieurs scènes des 2 premières saisons, dans le script, c'était écrit qu'elle devait être nue. Par exemple, la scène où Faye s'échappe à travers la ventilation dans la saison 2 pour rejoindre Fez, elle était censée être entièrement nue. La scène où Laurie, justement, va baigner Rue, pareil, dans la saison 2, elle était censée être nue. Il écrit quand même beaucoup de ces scènes avec ses actrices en voulant les dénuder, et c'est elles qui doivent dire, en fait, je pense pas, je pense pas que ça apporte quelque chose. Donc voilà, moi j'aurais tendance à plutôt mettre le curseur du côté de la perversion, et qu'il se cache derrière la couverture de oui, je dénonce. En fait, fais autre chose, parce que dans toutes tes œuvres, tu montres des femmes hyper sexualisées. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Mais je repense au personnage de Kat, de Barbie Ferrara, effectivement. C'est quand même assez fou d'avoir proposé une saison 1 avec une palette de personnages si différentes, et là en fait je me suis dit mais ça y est, elles sont toutes anorexiques. Enfin j'étais choquée, même voir Lexi, Maddie et tout ça, on dirait elles rentrent tous dans le même moule, comme si on leur a dit bon, tous les costumes cette année ce sera taille 34. Ouais. Et en fait ça m'a extrêmement choquée de voir cette palette de personnages se réduire à un même type de femme. Le même corps, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avais pas fait ce rapprochement, mais ça m'a aussi beaucoup choquée et mise mal à l'aise l'amaigrissement des actrices, vraiment perceptible à l'œil nu. Et le personnage de Jules, elle est souvent montrée et éclairée de telle manière à ce que ses os ressortent. Enfin, on dirait des pubs pro-Anna, pour l'anorexie. C'est très 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 particulier. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Rue n'était pas du tout sexualisée dans les 2 premières saisons. Elle était même montrée comme asexuelle. Rue, c'est l'avatar, c'est le OC de Sam Levinson. Et dans la saison 3, je l'ai trouvée hyper sexualisée. Enfin, il y a vraiment cette scène où elle danse avec les stripteaseuses et on discerne clairement ses tétons. D'un coup, le corps de Rue existait de manière sexuelle et d'un coup, elle devient obsédée sexuelle. Enfin, elle dit oui, moi, mon rêve, c'est d'être entourée de bitches et de pussy. Enfin, je me dis, mais qui est ce personnage? Ça n'est pas du tout Rue. Alors que justement, c'était toute la problématique entre elle et Jules de la sexualité, où Jules voulait vivre une sexualité avec Rue et que c'était compliqué parce que Rue n'y a pas accès. Et là, d'un coup, voilà, il n'y a pas de problème, elle a des rapports sexuels avec Angel, avec d'autres filles. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai. Et dans la saison 2, on aurait pu se dire, bon, voilà, les personnes qui sont dépendantes à la drogue, voilà, leurs performances sexuelles peuvent totalement diminuer. Donc on aurait pu cacher ça derrière le fait que la drogue fasse son travail, mais en fait dans cette saison 3 par exemple avec Angel, elles vont se défoncer dans la voiture, et pourtant effectivement sa sexualité, son envie de sexualité et son envie d'être entourée de jolies femmes et de travailler justement pour l'amour est exacerbée par rapport à normalement ses besoins et des saisons précédentes. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais j'avais l'impression d'entendre Sam Levinson parler. Et détourner le fait que je pense que c'est Zendaya qui a dans son contrat une clause de non-nudité, et finalement comment est-ce qu'il arrive à détourner ça aussi par effectivement les tétons visibles sous son top blanc, son Marcel. Ouais. Non, c'est juste pas possible en fait. Je pense qu'on peut pas le dénier, et je pense que les personnes ont eu raison de dénoncer ça, mais ce qui m'a gênée, c'est que c'était le seul prisme par lequel on critiquait la série. Et que, je suis d'accord, c'est un problème, mais il y a d'autres choses à dire. Notamment peut-être les rapports de domination et de force dans cette saison, si ça te va. Là, comme je le disais, dans cette saison, on ne va plus parler de l'addiction comme un problème individuel, on va en parler comme un problème systémique. Donc, on va montrer l'addiction
du point de vue des dealers. Donc on a d'un côté le groupe de nazis de Laurie et de l'autre les cow-boys noirs. On va montrer la DEA et on va montrer aussi le personnage de Ali qui lui accompagne des personnes qui sont dépendantes. Donc on a un peu les soignants, la police et les dealers. Et ça va être vraiment le lien entre le trauma et le traumatisme, je pense, de l'Amérique en tant que nation et la drogue et la répétition des rapports de force. Comment ça se voit chez les personnages. Rue va se retrouver à être soumise d'abord à Laurie, puis à Alamo, donc le chef des cow-boys, puis à la DEA. Nate est soumis aux Ukrainiens. Kate est soumise aux male gays. Maddie et Lexi sont soumises à leurs patronnes respectives. En fait, il y a toujours elles ont une infériorité et un dominant, un dominé. Et tous nos personnages sont dominés. Jules, enfin, elle est soumise à son sugar daddy, elle est vraiment enfermée comme une espèce de Rapunzel dans sa tour. Elle est faussement en sécurité, elle est très amaigrie, comme tu le disais, et elle est soumise au code de l'hyperféminité. Elle a une apparence alien, presque vallée de l'étrange dans cette saison. Et j'ai trouvé ça intéressant, notamment pour le personnage de Jules. C'était une très grosse déception de la part des fans et du public que Jules ne s'en sorte pas, et qu'elle se retrouve enfermée dans une relation abusive et d'emprise. Mais pour moi, en tant que psychopathologiste, ça a du sens que Jules se répète un schéma de violence, parce que, désolée, mais dans la saison 1, son personnage vit en viol. Et ça, c'est un trauma qui survient après une multitude de traumas, notamment l'abandon de sa mère, l'hospitalisation forcée, la transphobie de sa mère, et on ne voit pas Jules faire vraiment une thérapie, c'est-à-dire qu'on la voit faire une séance de thérapie dans un épisode spécial qui est très bien d'ailleurs, Fuck Anyone Who's Not a C-Blob, donc entre la saison 1 et la saison 2, mais donc du coup sans thérapie, sans recul pris avec soi et sans possibilité de conscientiser des schémas que l'on répète, qu'on a été agressé, qu'en fait on est victime, qu'on peut se réparer, bah malheureusement on va être voué à répéter des schémas de violence. Et c'est ça qui se passe pour moi avec Jules, mais aussi avec tous ces personnages en fait qui sont traumatisés, tous. Nate il est traumatisé par son père, Cassie, elle est traumatisée aussi par l'abandon de son père et le fait qu'elle a été que sexualisée toute sa vie, on la voit vivre un avortement. Maddie, c'est pareil, elle est traumatisée par la relation entre ses propres parents et ensuite parce qu'elle a été dans une relation avec Nate. Lexi, elle a les mêmes parents que Cassie. Donc du coup, pour moi, ça a du sens que ces personnages soient soumis et soient dans des relations violentes qui se répètent. Parce qu'en fait, on les voit pas passer par un processus de guérison. Et c'est assez sombre et assez noir, mais en même temps, c'est un privilège de pouvoir se soigner. Et le regard de Sam Levinson n'a jamais été sur vraiment la thérapie. Et d'ailleurs, ce qu'il montre dans cette saison 3, notamment à travers le personnage de Ali, c'est que ça ne sert à rien. Peut-être qu'on en reparlera, mais l'épisode qui s'ouvre sur Ali, moi j'étais bouleversée au plus profond de moi-même. Cette scène où il perd tous ses patients, je vais dire patients parce que je vois pas d'autres mots, parce que c'est le Covid et ils et elles sont enfermés chez eux et que ça les mène au suicide, j'ai trouvé ça très très fort. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Ça m'a malgré tout questionné, par exemple au mariage de Nate, à quel point la famille de Nate semble soudée, parce qu'il y a le père, il y a le frère, et en fait on a l'impression, ok, peut-être que eux ils ont fait de la thérapie en fait et on n'est pas au courant, mais alors donnez-nous l'adresse du psy, parce que ça a fonctionné incroyablement bien. Ça a l'air magique. Et quelque part c'est même Nate qui va expliquer à son père, oui mais non c'est, enfin j'ai pas l'exemple là, je l'ai pas noté, mais je me rappelle d'une séquence où il parle à son père et finalement c'est Nate qui déconstruit un peu les pulsions de son père et qui va lui expliquer pourquoi il doit pas être un homosexuel refoulé, ou je me rappelle plus exactement. Mais je me dis waouh, à quel point finalement Nate, on dirait qu'il s'est déconstruit. Bizarrement, et malgré le fait que la relation est extrêmement toxique avec Cassie, j'ai l'impression que Nate est quand même un personnage qui a évolué.
Et pareil pour Maddie qui est aussi mon personnage préféré de tous les temps. Là, je comprends tellement. Et en fait, j'ai l'impression que si on devait choisir, enfin en tout cas c'est mon point de vue, mais si on devait choisir un des personnages les mieux écrits, j'ai l'impression que c'est Maddie dans cette saison 3. J'ai l'impression qu'on comprend vraiment ses mécanismes et qu'en fait, elle semble être la personne la plus à même à comprendre et à voir le système et à savoir l'exploiter. C'est vrai, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on la voit arriver à la table de cette productrice et lui dit « J'adore le capitalisme, je suis fille d'immigrants, je ne me plaindrai jamais et je ferai des heures sup non payées. » Elle a compris. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un des personnages qui a été les mieux écrits de cette saison 3. Et c'est aussi extrêmement touchant de voir à quel point, effectivement, comme on l'a dit, elle est réaliste, elle comprend le système, elle va essayer de l'exploiter, et c'est beau de voir à quel point elle aime les mauvaises personnes aussi. Et c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, et par rapport même à Roux, je trouve que c'est un des personnages qui a été les plus soutenants près d'elle, et voilà, pour Cassie, elle va tout faire pour essayer de sauver Nate et compagnie, donc c'est aussi beau de voir sa vulnérabilité sous ses airs de femme forte, indépendante, et voilà. Ouais, c'est vrai que t'as raison, j'avais pas vu... Moi, j'étais un peu déçue de retrouver ces personnages... comment dire, ils sont sortis de leur toute-puissance. D'ailleurs, ils sont quasiment dans l'impuissance. Et c'est vrai que c'est pas du tout le récit empouvoirant qu'on pourrait attendre, notamment pour un personnage comme Maddie. Mais à la fin de cette saison 3, finalement, c'est celle qui s'en sort le mieux, je dirais, de tous. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est elle est vraiment libre pour la première fois, parce que finalement elle a été grâce à Bishop, Alamo, enfin voilà, le fait qu'il y ait eu cette altercation entre Ali et Alamo, le fait qu'elle soit libérée d'Alamo, que Cassie soit aussi libérée de Nate, et donc ça sera un dommage collatéral par rapport à Maddie. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, c'est un des personnages qui va peut-être le mieux s'en sortir et qui est vraiment libre pour la première fois et qui est plus dans un système de domination. Et là, on voit, il me semble, dans une des séquences du dernier épisode ou de l'avant-dernier, elle prépare la maison pour des influenceuses. Donc, j'espère que grâce à ça, elles vont pouvoir s'émanciper Oui, la critique qui a été faite quand même vis-à-vis de tous ces personnages, c'est que les femmes vont toutes, peu ou prou, plus ou moins, faire du travail du sexe. Elles vont soit se retrouver prostituées, soit proxénètes. Et d'ailleurs, Maddie, j'étais très déçue qu'elle se retrouve à devoir vendre son corps à Alamo pour sauver Nate en plus. J'étais... Vraiment, je me suis dit non, là, ça me plaît pas du tout de voir Maddie dans cette position-là. Elle qui a déjà tellement souffert. C'était difficile et douloureux. Mais bon, écoute, est-ce qu'on peut parler de la mort de Nate ? Oui. Toi, t'en as pensé quoi ? En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup que les personnages féminins sont maltraités dans la série, mais en fait, on se rend compte qu'aucun personnage n'est épargné. Et que femme ou homme, en fait, ça reste vrai, et que Nate en prend aussi plein la gueule. Et voilà, ça m'a pas choquée, mais je me suis dit, ok, tout le monde en prend pour son grade, en fait, et j'ai quand même très peu compris comment Nate arrivait à finalement se laisser assez faire. Voilà, parce qu'au final, je crois que tu l'avais dit dans le premier épisode, mais c'était vraiment l'antagoniste dans la saison 1, et là, finalement, ça devient un petit toutou c'est clair. qui se laisse violenter, et donc voilà, je comprenais très peu. Ou alors, comme on l'a dit, il a fait une extrêmement bonne thérapie, et il a perdu toutes ses défenses, et je sais pas. Mais ouais, moi je le voyais un peu comme il a pique, comme on dit, P-E-A-K, c'est-à-dire il est arrivé au sommet lorsqu'il était au lycée, parce que football américain, etc., qu'il avait tout, et que c'est la redescente aux enfers de l'âge adulte. La maltraitance de ce personnage et le fait qu'il sorte de sa toute-puissance et qu'il se retrouve maltraité, on lui coupe des morceaux de son corps, on le torture. J'ai vraiment vu ça comme... bienvenue dans le vrai monde. Peut-être que tu étais le roi quand tu étais au lycée parce que c'était facile, mais que dans le vrai monde, tu vas voir vraiment ce qui va t'arriver. Et la manière dont il décède, c'est parce que il doit de l'argent à une espèce de mafia. Moi, je l'ai vu comme il refuse de lâcher ses possessions matérielles, lui et Cassie, parce que il doit je sais pas combien de millions, mais en même temps, ils sont dans une très grande maison, très riche, et
j'ai vu ça comme il s'accroche à son statut social, notamment auprès de ses amis. Ça m'a fait penser à ces Américains qui sont endettés et qui pour autant ont des voitures à plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour moi, c'est vraiment une critique de l'Américain qui va avoir besoin de renvoyer une image de richesse et d'opulence, alors que ça va pas du tout. Je sais pas, je l'ai vraiment vécu comme... au final, c'était un petit garçon dans sa toute-puissance. Il a jamais vraiment grandi et il n'était pas armé pour faire face au vrai monde. Ok, ouais. Je sais pas si... Oui, non, c'est intéressant. Bon, mais c'est vrai que j'étais en bug total parce que les dialogues entre lui et Cassie, où, enfin, l'enjeu, c'était pathétique. Elle lui dit, je veux des fleurs à 50 000. Et je me dis, mais c'est tout ce que t'as trouvé comme ressort scénaristique. Oui, c'est ça. Voilà, on est dans la vacuité, on est dans le vide, on est dans la superficialité, mais Nate et Cassie sont des personnages dans les 2 premières saisons qui sont très portés sur les apparences et sur le statut social. Donc si on les prend dans une continuité thématique, bah oui, à un jeune âge adulte, c'est très important pour eux d'avoir un mariage où ils dépensent beaucoup d'argent, et puis d'avoir une très très grande maison, mais derrière, il y a rien, en fait. Il y a rien, il y a même pas, j'ai l'impression, cette relation d'amour et de respect. Pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez grotesque, et faire de Cassie cette femme vénale... Et je trouvais même que dans cet épisode avec le mariage de Nate et de Cassie, l'échange de cigarettes entre Jules et Nate, il y a beaucoup plus de tension entre ces 2 personnages qu'on a vu dans toute la saison entre Cassie et Nate. Et d'intimité. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est fou quand même. Moi, je me suis demandé, je sais pas si toi t'as une réponse, on va continuer sur le personnage de Cassie qui perce sur OnlyFans et qui cherche la célébrité. Il y a cette séquence, moi que j'ai trouvée extraordinaire, où elle grandit et grossit et devient une femme géante. Donc ça c'est un peu une scène qui est reprise d'un film américain. Alors je n'ai plus exactement le nom ni l'année, mais en tout cas c'est une référence de cinéma très connue. Une femme géante à la Godzilla, quoi, qui est dans cette espèce de maquette très très mal faite de ville. On a peu ou prou la même séquence dans la série Margot's Got Money Problems, et qui est une série avec Ellie Fanning, qui parle d'une jeune femme qui est étudiante, et qui va devoir créer un compte OnlyFans aussi et percer sur OnlyFans, et on a cette même idée de la femme géante. Pour toi, ça veut dire quoi, cette séquence-là où on voit Cassie Mais oui, ça m'embête parce que j'avais essayé... Enfin, je me suis dit, il faut que je prenne la référence de ce film de la femme géante, et finalement, voilà. J'ai oublié. On l'a pas fait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il essaye de nous montrer une sorte d'empowerment de la femme... Enfin, je sais pas. En fait, il y a plusieurs compréhensions de ce qu'il a essayé de nous faire passer. Mais donc, d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'empowerment en mode, ok, en fait, elle a ce pouvoir et elle peut s'émanciper, et en fait, elle peut contrôler le monde à sa manière, parce que voilà, elle le survole, elle est forte. Pour moi, il y a ce point de vue un peu d'empowerment, mais d'un autre côté, elle étouffe par ce qu'elle a essayé de créer, mais elle étouffe surtout par le système et le regard masculin et les injonctions qu'on demande à ces femmes. Et voilà, donc il y a j'ai l'impression cette dichotomie entre à la fois empowerment, mais d'un autre côté étouffement. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de ça. Moi, ça me fait penser à la monstruosité et au fait que ces femmes-là, les femmes qui vont être ultra sexualisées et qui vont être vues par le prisme de leur sexualité et de leur corps, vont être vues comme des bêtes de foire. Et voilà, King Kong, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est cette image-là du monstre qui est amené dans New York pour qu'on le regarde, en fait. Et ça me fait penser, je sais pas si tu connais Loana, qui était qui est décédée cette année et qui a été jetée en pâture
mais maltraitées, ou tout comme Britney Spears d'ailleurs, tout à des fait. femmes Ouais. sacrifiées au public, déchirées, déchiquetées, Mhm. salies. C'était fou de voir des hommages à Loana, alors que vraiment C'est sa vrai. réputation avait été... Mais ces femmes ont été dégradées et elles Mhm. ont été traitées comme les zoos humains qu'on Mhm. faisait pendant la période de la traite de l'esclavage, où on faisait venir des personnes et on les mettait dans des zoos en mode regardez. Mhm. Enfin, pour moi c'est ça parle de cette condition-là Mhm. de la femme. Le lien aussi un peu avec The Substance, avec Oui, la c'est chair vrai. consommable, Mhm. ces corps-là Mhm. qu'on nous donne comme ça, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que c'est la même presse qui titrait Loana pour faire le buzz qui finalement va en faire un hommage. Ouais. Et je trouve que c'est très américain aussi, l'American Dream. On les porte comme ça en héros, idoles d'une génération, et puis pouf, dès que ça ne va pas, descente aux enfers, et bien sûr on va ne pas en manquer une miette. C'est terrible. Mhm. Bah là, je suis en train de lire Pour Britney de Louise Chenevière, qui reprend du coup son propre rapport à Britney Spears parce qu'elle avait 10 ans au moment de l'apparition de Britney Spears, et ensuite elle a rejeté Britney Spears, et donc du coup elle reprend cette misogynie qu'elle a internalisée dès un plus jeune âge, le rapport au corps, et elle fait le lien entre Britney Spears et Nelly Arcan, qui était une travailleuse du sexe, qui a écrit des livres et qui a fini par se donner la mort dans les années 2000. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est un petit livre assez court qui se lit dans un souffle, si ça vous intéresse de creuser cette idée. Je trouvais ça intéressant que le manteau de fourrure de Maddie, finalement, il me semble que t'en avais parlé dans la saison, mais ça faisait référence à Sharon Stone dans Casino, et là, le fait qu'il y ait Sharon Stone dans la série, enfin, je C'est trouvais vrai. que les caméos étaient assez sympas. Ah mais ça m'a pété le crâne. Mhm. J'y ai pensé direct quand je l'ai vu dans la scène, je me suis dit mais du coup, est-ce que c'est la même personne? Enfin, Oui, ça va. c'est fou, hein. C'est vraiment le multivers qui Mhm. se... Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà, Rosalia aussi, enfin, je trouvais ça vraiment intéressant, mais on voit aussi à quel point, un peu comme Hans Zimmer, tu vois, c'est un peu de l'ego trip, et puis c'est aussi ramener à un certain public, rameuter encore plus de public, je trouve, dans Euphoria. Et est-ce que tu veux qu'on parle d'Angel? Ouais, carrément. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un personnage... L'actrice déjà était... Enfin, elle est extrêmement douée. Vraiment, dans son jeu, il y a une finesse, une subtilité de ses expressions faciales. J'étais très déçue, finalement, qu'on ne la voit que très peu. Oui. Elle a ce dialogue dans la voiture avec Roux qui m'a bouleversée. Il y a des dialogues comme ça, tu sais, qui me restent en tête. Elle dit, c'est comme s'il y avait un magnet dans le sol qui attirait tout le mal. Elle dit il n'y a qu'en Californie qu'il y a un taux aussi élevé de décès et de disparitions. Vraiment là, on retrouvait un petit peu le mythe du diable avec cette figure du serpent qu'on revoit beaucoup et qui va finir par causer la mort de Nate. Oui. Comment tu penses, toi, que ça se finit pour elle? Qu'est-ce que t'en as compris? Bah directement quand Roux l'amène dans ce centre de désintox / on ne sait pas. Effectivement, il y a des choses qui nous posent question, et en fait je me suis même dit tiens c'est fou, on parlait de toutes ces personnages femmes qui sont dans le même moule, la même taille, les mêmes corps, et finalement les méchants ce sont les femmes qui sont pas jeune et mince. C'est vrai. Par exemple, enfin bon, effectivement, il y a le personnage de la maman, mais là, la maman, finalement, elle apparaît très peu. Mais voilà, il y a Laurie, il y a cette dame qui est sur son téléphone et qui joue à la réception de Angel, et là, tu dis, ah, ok. Et en fait, ça pose question, on se dit, ah non, mais elle a pas l'air gentille, ses doigts sont sales, qu'est-ce que ça cache? Et donc, je trouvais ça fou qu'en plus, ils mettent des personnages bien différents de ces personnages principaux pour montrer des méchantes. Ouais. Et tout de suite, je me suis dit que ça devait être du trafic d'organes. Pareil. Voilà. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais j'ai bien aimé que ce ne soit pas expliqué, qu'on ne revienne pas dessus. Oui. T'as vraiment ce plan de Roux qui bug sur les ongles de cette femme, l'ambulance qui part, etc. Et puis t'y crois à moitié que à la mot paierait.
Ouais. pour une cure de Mhm. désintox pour ses filles. Évidemment, il les voit comme de la chair, donc il va jamais le faire. Et tu retrouves cette figure finalement de la sorcière. Oui, c'est ça. C'est elle et cette femme-là, cette réceptionniste et Laurie, c'est des mégères entre guillemets, alors que pas du tout, hein, elles Oui. sont elles ont l'air d'avoir quoi, 40-50 ans, mais voilà, soit tu es une jeune femme belle, C'est ça. valide et mince, soit Ouais. tu es une nazie ou Mhm. une toxico quoi. Mhm. C'est rigolo quand même. Ouais. Et c'est vrai que ça reste mystérieux et ça demande pas de réponse, mais donc on se demande, ben voilà, Alamo envoie ça pour peut-être ce trafic d'organes, mais c'est quand même Wayne qui a la carte d'identité d'Angel à la fin dans son coffre. Donc au final, il n'y a pas que la drogue entre Laurie et Alamo, il doit y avoir tout ces Trafic d'êtres tréfonds, humains. voilà, ce tréfond qu'on ne voit pas, qu'on ne voit que la surface. Oui, c'est vrai. Non, ça a raison. C'est vrai que j'avais complètement zappé cette histoire. Il y a tout un enjeu autour du coffre. Il faut récupérer ce qu'ils ont pris dans le coffre. Et en fait, c'est des cartes d'identité. Dont celle de Angel. Ouais. Et on voit le personnage de Rue, d'ailleurs, qui... En fait, tu sens qu'elle a trop à faire elle-même en étant aux prises entre les nazis, les cow-boys et la DEA. Et qu'elle essaye un petit peu, quelque part, d'atteindre, je sais pas, Kitty après son viol, ou même Angel, mais elle est empêchée, en fait. Elle peut rien faire, finalement. Oui, pour faire référence à Roux qui finalement est pris de toutes parts et qui semble finalement n'avoir peu d'issue. Est-ce qu'on en reparlera, mais est-ce que sa seule issue c'est la mort? Mais en fait, pour faire une référence aussi cinématographique, c'est vrai qu'elle parle de Paladine, le perroquet le perroquet de Laurie, et en fait le personnage de Paladine dans les westerns de l'époque, c'est un homme qui change de camp souvent. C'est à la fois un mercenaire, et en fait je me disais, l'homme qui change de camp pour sauver sa peau, c'est très Roux en fait, parce qu'elle change de camp dès qu'elle peut, avec Laurie, puis Alamo, puis finalement la DEA pour s'en sortir. Et donc ce Paladine, pour moi, ça représentait quand même assez bien le personnage de Roux, ou peut-être de Bishop aussi, qui finalement va un peu changer de camp pour continuer à survivre. Ouais, Bishop, c'est l'homme de main de Alamo dont on reparlera plus tard. Merci, c'est hyper intéressant. Je l'avais pas du tout, cette référence-là. D'ailleurs, il y a un épisode qui s'appelle La balade de Paladine. Oui, donc, c'est ça. Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs séquences de vieux films de western, mais bon, voilà, les références sont assumées et les références à Tarantino sont assumées aussi, évidemment. Ouais. Peut-être qu'on peut passer à la place de la mort et de la destruction, si ça te va. On a parlé de la mort de Nate, qui est une mort extrêmement violente, une scène avec beaucoup de tension. Il est enterré 6 pieds sous terre par cette mafia. Il a un tuyau pour respirer, par lequel il appelle à l'aide. Et on sait que Cassie a 2 jours, c'est-à-dire le temps que ça prend pour un corps de se déshydrater pour le sauver. Et on a cette scène, alors cette scène, moi je la trouve extraordinaire d'un point de vue cinématographique, du serpent en fait qui entend les cris de Nate et qui va passer par ce tuyau. Mais c'est cauchemardesque cette séquence. Et c'est une mort extrêmement violente. Donc là ça coupe, on ne sait pas. Et c'est plus tard justement quand elle le déterre que là on est face à son cadavre. Et pareil, on n'a pas de cadavre dans Euphoria. Le seul cadavre vraiment qu'on voit c'est celui de Nate. Et t'as vraiment ce plan, voilà, les yeux sont blancs, il est mort dans l'agonie. Et ça m'a fait penser à, ok, quelle est la place de la mort dans cette série? Moi j'ai l'impression que c'est clairement la mise à mort de Sam Levinson de ses personnages et de son œuvre, de dire il se défoule, et c'est une manière de nous dire vous aviez des attentes, moi je m'en fous, je vais faire un truc qui est pas du tout ce que vous attendez. Et la mort de Roux est teasée presque à chaque épisode. Dans le premier épisode, elle avale le fentanyl et on voit d'autres femmes, des mules, qui meurent à cause de ça, donc c'est un danger de mort à chaque fois qu'elle fait la mule. Il y a cette scène iconique où Alamo, qui se prend pour un cow-boy tout le temps, lui met une pomme au-dessus de la tête et va viser. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de religion à un moment, ça va être important. Elle a plein de moments où elle passe à ça
d'une mort violente, extrêmement douloureuse. À un moment, il l'enterre, il y a que sa tête qui sort, Alamo sort avec son une espèce de truc de hockey, quoi. Enfin, on se dit, va la décapiter, ça va être atroce, je veux pas voir ça. Pour qu'au final, elle décède après avoir passé toutes ces épreuves atroces. Et elle a une mort qui se passe dans le calme, qui est paisible, en sécurité, chez quelqu'un qui l'aime, et qui tient vraiment à elle. Elle meurt presque dans son sommeil. C'est une mort très très douce. Et cette séquence de son décès, donc où elle a cette espèce de trip, tu sais, c'est les fameuses 7 minutes, quoi, avant que le cerveau arrête de fonctionner, où on nous fait le fil de notre vie. D'ailleurs, on revoit Fez et elle revoit sa mère, enfin c'est très poétique, c'est très beau. T'en as pensé quoi toi de cette fin de Roux ? C'est vrai que j'avais l'impression que sa mort était inévitable, que la mort était latente pendant toute la saison. Moi je pense souvent un peu à la morale américaine, souvent dans les films, les méchants ils vont mourir, alors que bon Roux pour nous c'est pas une méchante, bien que. Mais j'avais l'impression que la mort de Roux était vraiment inévitable. Et voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est la morale américaine parce que son personnage fait quand même beaucoup de mal autour d'elle, qu'elle le veuille ou pas, ou non, ou est-ce que c'est une intention de Sam Levinson de montrer qu'en fait, comme Angus Cloud est décédé, et lui, il aura jamais de deuxième chance, alors que Roux, finalement, des deuxièmes chances, elle en a eu depuis la saison 1, même la première fois qu'elle prend... qu'elle est justement chez Fez et qu'on lui fait prendre par le nez les gouttes et tout ça. Déjà, à ce moment-là, on disait, ok, en fait, elle va mourir. Et donc, je me dis que voilà, ce personnage a eu énormément de secondes chances et que sa mort est aussi inévitable du point de vue de l'addiction. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette séquence ? En fait, ce qui m'étonne, c'est que même à la revision de cet épisode, je n'ai pas du tout été touchée. Je n'ai pas ressenti grand-chose à la mort de Roux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la mise en scène ? Est-ce que c'est la manière dont c'est amené ? Alors qu'effectivement, c'est très doux et c'est très nostalgique. Elle retourne même pour nous, en tant que spectateurs, il y a un peu aussi du fan service. Et je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui ne m'a pas eu. C'est pas venu me prendre. Je suis d'accord avec toi, j'ai ressenti la même chose. J'ai pas pleuré. D'ailleurs, je pense que j'étais dans un état un petit peu second parce que quand j'ai regardé ce dernier épisode, j'arrêtais pas de me dire c'est la dernière fois que tu vois du nouveau Euphoria de ta vie. Et donc du coup, j'étais en... Voilà, et quand elle est décédée, j'étais même pas sûre de comprendre qu'elle était en train de mourir. C'est intéressant quand même parce que la première phrase de la série, c'est... la seule fois de ma vie où j'ai été heureuse, c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère, et que son premier trauma, c'est de naître. Donc c'était sûr qu'elle allait mourir. Enfin, ça s'ouvre sur sa naissance, ça allait forcément se terminer sur sa mort. J'ai pleuré quand Ali la trouve. J'ai pleuré en voyant la réaction de Ali. Parce que voilà, il y a eu cette ouverture de sa place lui en tant que soignant, de voir toute cette jeunesse sacrifiée. Sam Levinson, à propos de la mort de Roux, a dit que c'était important pour lui qu'elle meure d'une overdose parce qu'il voulait faire ressentir au public de l'empathie pour elle, de l'empathie pour les personnes addictes. Et il voulait nous montrer en fait le drame que c'est de perdre une personne à cause de la drogue. Comme dit Ali, fentanyl only in America. Et puis il y a ce dernier discours de Ali à son fameux groupe où il dit voilà, moi je veux avoir... j'ai essayé de travailler l'empathie envers les addicts, mais l'empathie c'est dangereux parce que si on a de l'empathie pour les addicts, on a de l'empathie pour les dealers. Donc en fait finalement qui est responsable de ça ? Je crois que substantiellement ce qui revient dans le discours de Sam Levinson, c'est que c'est le gouvernement qui est responsable de ça, qui ne fait rien. Et d'ailleurs la manière dont la DEA traite Roux, c'est un appât pour eux. D'ailleurs, elle est en danger de mort grave, elle passe à ça. Et s'il n'y avait pas eu l'homme de main de Alamo à un moment clé, où elle est poursuivie par un nazi qui est sur son cheval avec son lasso, scène, voilà, encore une énième scène de violence, elle est sauvée encore une fois. Personne ne la protège, aucune institution. Elle est livrée à elle-même, et ça m'a fait vraiment penser à cette scène de la saison 2 où Leslie, sa mère, appelle l'hôpital ou une clinique et elle hurle au téléphone en disant il faut que vous aidiez ma fille, en fait elle va mourir, vous devez la prendre. Et en fait on n'entend pas mais on sait que le service hospitalier
doit la refuser parce qu'ils doivent dire, j'imagine, nous n'avons pas de place. La question du soin aux États-Unis, tout comme en France, ça commence à se poser, c'est si tu veux avoir accès aux soins, il faut avoir des moyens et des moyens conséquents. Hors de prix. C'est voilà, et pour moi ça parle de ça, la mort de Roux à ce moment-là. Oui, c'est vrai, et je repense au message de Alamo là, quand la DEA elle ouvre le fourgon, il y a le rat, et c'est voilà, votre rat il est mort en fait. C'est vraiment ça, c'est genre j'ai tué votre rat, voilà. tout à fait. Ouais. Mais ça, par contre, j'étais dégoûtée que ce soit Maddie qui... Parce que Maddie, elle est intelligente. Je suis désolée. On est d'accord. Elle est au potentiel intellectuel. Pourquoi elle a dit ça? Quelle gaffe à Alamo que Roux a des rapports à la DEA. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils auraient dû le faire autrement. Là, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Quelle facilité scénaristique, quoi. C'est trop de colère, là. Ouais. J'ai eu ce ressenti, je sais plus si c'est dans le dernier épisode qu'elle le dit ou dans celui d'avant, mais j'ai vraiment eu l'impression que dans ce dernier épisode, il y a eu énormément de choses bâclées, comme si c'était dit, ah mince, il faut qu'on finisse. Il faut qu'on termine, et donc je pense qu'aussi la mort de Roux n'est pas venue me surprendre, parce que je ne voyais que des incohérences tout du long, et oui, on n'était plus à ça près, hein, de toute façon. C'est quand même un... Là, on dit plein de choses positives et on cherche et on approfondit parce qu'il y a quand même des choses à dire, mais ça reste très très bancal, cette saison 3. Ouais, le rapport à la religion et notamment le fait que Roux trouve Dieu, il y a une scène que j'ai adorée. Elle écoute tout le temps là ces bandes cassettes de la Bible, elle essaye de lire la Bible. D'ailleurs, Lexi lit la Bible aussi après son décès. Et elle a cette scène de révélation où elle est en train de conduire sa voiture, la cassette bug. Donc du coup, elle a failli avoir un accident à ce moment-là. Elle s'arrête au bord de la route et un arbre prend feu. Donc comme pour Moïse, finalement. Ça m'a vraiment surprise la place que la religion a pris dans cette saison 3. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai aussi été assez étonnée de voir la foi et la rédemption, en fait, ces deux grosses thématiques venir s'implanter dans ce dernier épisode. Donc je me suis aussi posé la question, Sam Levinson, est-ce que sa question est sincère? Est-ce qu'il y a une réelle recherche profonde derrière cette rédemption et cette foi? Ou alors... est-ce qu'il veut juste montrer cette partie de l'Amérique un peu puritaine et essayer de leur faire comprendre leurs propres vices? C'est un peu la question qu'on en discutait au tout début de l'épisode, mais voilà, je me suis demandé en fait qu'est-ce qui se cachait derrière ce regard sur la religion. Tout à fait. D'ailleurs, le plan final est sur cette famille ça a l'air d'être des amis. Oui, on dirait. Donc quand même une religion très conservatrice. Dans un homestead, cette maison, quoi, sur son terrain, avec le drapeau des États-Unis. Ça nous amène finalement à la grande question qu'on se posait toutes les deux, satire ou œuvre conservatrice. Pour moi, c'est un rêve américain cauchemardesque. C'est vraiment une descente aux enfers. Comme je disais, l'allégorie du serpent qui représente le diable qui revient sous le serpent qui tue Nate, le serpent de compagnie que a Alamo, etc., etc. T'as quand même l'apparition de l'extrême droite, donc des personnages racistes. Les nazis sont montrés comme des gens sales, stupides. Les fameux rednecks. Les fameux rednecks, tout à fait. À la fin, ils disent « Non, moi, ils viendront pas me chercher. » On s'attend d'ailleurs à un stand-out, justement, à la Tarantino, avec des tirs dans tous les sens. Finalement, ils rendent les armes, sauf Laurie qui se suicide de manière spectaculaire. J'ai trouvé ça beaucoup de panache, quoi, dans sa Et même démarche. de manière inattendue. Enfin, moi, je me suis dit « Ah, tiens, c'est intéressant, je m'y attendais pas. » Ouais, c'est clair. Mais elle a vraiment ce moment où elle voit j'ai adoré cette scène, où c'est les animaux qui les préviennent du danger à venir. Tous les chiens, les perroquets qui commencent à piailler parce qu'ils entendent en fait les hélicoptères. J'étais en mode incroyable, poétique cinéma. Et t'as vraiment la tête de Laurie, tu sais, vraiment sans expression de... je peux pas aller en prison. Et en fait, tu la vois et elle part. J'aime beaucoup le personnage de Laurie parce que elle est codée comme... n'ayant pas d'expression faciale. Et tu sais, en parlant d'une voix monotone, presque dans une espèce de caricature du spectre autistique, qu'on retrouve chez le personnage de Bishop, tout à fait. qui est, pour moi, le deuxième héros de cette saison 3,
qui lui est très taiseux. Pareil, il a un ton monotone, il a pas d'expression faciale très marquée. C'est un personnage alternatif qui ne va pas dans les codes hégémoniques de la masculinité, comme Alamo qui est impulsif, qui a tout le temps besoin de prouver sa masculinité en étant entouré de femmes et en ayant une sexualité. Faut être un homme, quoi. Faut manipuler des armes. Bishop, il a pas besoin de faire tout ça. Enfin, j'ai lu un super post sur Instagram d'une personne qui disait Euphoria est-il un pipeline vers l'extrême droite, en citant, voilà, il y a quand même une apparition de nazis, ils sont un peu montrés comme des héros, mais moi je dirais pas non plus qu'il fait l'apologie des fascistes. Moi non plus, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une sorte d'apologie des fascistes, et un peu comme dans les figures que l'on peut voir au western, il y a les gentils, il y a les méchants, et donc finalement, quelque part, je trouve que ça a un peu perdu en nuance. Là, c'est très manichéen, mais il y a voilà, les dealers de drogue, les rednecks, les nazis, enfin, c'est même presque caricatural dans on représente les méchants et les gentils. Et pour nous, finalement, les gentils, ça reste Roux, ça reste nos personnages qu'on a tant aimés dans les saisons précédentes. Mais donc, je trouve pas que ce soit une apologie, non, plutôt... voilà, des figures bien claires, manichéennes de ça, ce sont les méchants. Et bien sûr, les méchants sont nazis. Ils se tatouent des croix. Oui, et puis en même temps, on a quand même eu Elon Musk qui a fait un salut nazi à l'investiture de Trump. Voilà, il y a des influenceurs d'extrême droite comme Nick Fuentes qui sont ouvertement nazis. Et j'ai trouvé intéressant le fait qu'il en reste un. Tu sais, ils sont tous arrêtés, sauf celui qui réussit à s'enfuir dans la nuit sur un cheval avec Faye. Oui, Wayne. Wayne, c'est ça. Et t'as vraiment ce propos de... il restera toujours des nazis, quoi. On pourra jamais vraiment s'en débarrasser. Et que je trouve très vrai à propos des États-Unis, où en fait, aux États-Unis, t'as le droit d'être raciste et d'être nazi, parce qu'ils ont une obsession du free speech, et donc du coup ils traitent ça comme des opinions et pas comme des délits en fait. Donc pour moi ça représentait très très bien ça. Oui, tu disais qu'il y avait un truc archétypal et manichéen, et ça c'est vraiment pour moi, ce qu'a voulu dire Sam Levinson à propos des États-Unis, il dit « Cette fin est un pur mythe américain. » Donc, le mythe américain de la méritocratie, de la rédemption. Il dit « C'est une histoire d'hommes qui affrontent le mal et commettent des actes de violence. » Et ça, c'est cette scène où Ali a atteint son point de rupture après la mort de Roux et il se rend au club de striptease. Étonnamment, il porte un habit militaire, alors que ça n'avait jamais été le cas, et ça va être le bien versus le mal. Exactement. Et Ali en vétéran, comme ça. C'est ça. Très bizarre, finalement. Et d'ailleurs, ce qui va tuer Alamo, c'est le fait qu'il ne soit pas vertueux. Tu vois que Bishop et ses autres hommes de main commencent à mal le vivre l'impulsivité, l'ego fragile de Alamo. Il y a vraiment ces scènes où il pète des câbles pour rien parce qu'on lui apporte un pantalon de la mauvaise taille. Tu vois que Bishop est fatigué. Quelque part, il attend son moment pour pouvoir le tuer. Et quand Ali se présente au club de striptease, c'est parfait pour Bishop. Ils font une espèce de stand-out parfaitement western, un duel à l'ancienne, totalement. Et ils mettent cette bouteille le long du bar ils peuvent tirer qu'une fois que la bouteille touchera le sol. Alamo, évidemment, trahit sa parole, mais Ali le tient, et t'as vraiment ce truc de, lui, il a été mauvais jusqu'au bout, et c'est ce qui va finalement causer sa perte, et Ali ressort vainqueur de ça. C'est très caricatural quand même. Oui, tout à fait. Et puis t'as ce dernier plan qui m'a laissé très très perplexe, où Ali va chez ses Amish. C'est l'endroit où Roux disait qu'elle enviait cette vie. Elle dit I want good old-fashioned American problems. Je veux des problèmes à l'ancienne, à l'américaine. C'est le moment où elle est poursuivie par la DIA et tout. Enfin, elle en peut plus, quoi. Elle est à bout. Et c'est bizarre de montrer cette famille-là de conservatrices tradies comme le moment de grâce pour Ali qui a cette vision de Roux. D'ailleurs, il ne leur donne pas son prénom musulman, il leur donne son prénom d'avant. Il dit un prénom américain, il dit pas qu'il s'appelle Ali. Et il a cette espèce de vision de Roux autour de la table. Et je crois que le dernier mot, c'est
May God bless us all. Exactement. Ouais. C'est ça. T'en as pensé quoi, toi, de cette fin? Donc si on reprend ce que tu nous as partagé sur Sam Levinson et son point de vue sur la fin, c'est effectivement, il représente bien le fameux mythe américain, mais ça peut être mal compris et mal lu par certains publics. Et donc je pense qu'on va vraiment lire cette fin par rapport à notre propre biais, comme souvent quand on consomme une œuvre. Mais je pense que voilà, ce mythe américain peut être mal compris parce qu'encore une fois, Sam Levinson nous donne encore aucune clé de compréhension. Est-ce qu'il veut critiquer quelque chose? Est-ce que ça c'est la morale ou est-ce que pas du tout? Enfin, voilà, comme on n'arrive pas à savoir comment se positionne Sam Levinson, j'ai du mal à comprendre cette fin. Oui, voilà. Ça a été interprété de deux manières. Voilà, des personnes qui disent c'est satirique, cette saison est une critique de l'Amérique de Trump. Ça montre la crise que traversent les États-Unis, la crise de la nation états-unienne. On voit les frontières qui se ferment, on voit le mur. C'est le premier épisode. On voit Roux qui est sa voiture penche d'un côté du Mexique. Voilà, la circulation de la drogue. Donc voilà, moi j'ai tendance à trouver qu'il y a une polarisation des opinions et des critiques sur les réseaux sociaux. Il y a des fameuses bulles algorithmiques dont on parlait. Des bulles de filtre. C'est ça, exactement, des chambres d'écho en fait. Tu ne vois que des gens qui sont d'accord avec toi et une fois que tu as interagi avec un certain contenu, donc par exemple du contenu qui va critiquer cette saison 3, tu ne vas plus avoir que du contenu qui critique cette saison 3. Et c'était important pour moi de remettre une forme de nuance, de pas défendre Sam Levinson en disant non c'est pas vrai, c'est un type bien, c'est un seul type, qu'est-ce qu'il a raconté en tant qu'artiste. Finalement son œuvre elle est profondément ambivalente, elle est ambiguë, c'est pas que du masculinisme et de la misogynie et de l'extrême droite, il y a aussi un propos sur les États-Unis. Après, c'est maladroit, c'est encore une histoire racontée par un homme blanc, mais au moins, écoute, les personnages principaux sont racisés et on a un vrai propos sur la drogue et sur l'addiction. Et ça, c'est assez rare quand même de la montrer de cette manière-là. C'est vrai que c'est un vrai portrait d'un pays et sa jeunesse. Et pour rebondir sur l'addiction, en fait, il y a certaines personnes qui ont un peu accusé la série de glamouriser la prise de drogue et personnellement je suis pas d'accord parce que je trouve que si on prend la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 1 essaye de nous faire comprendre pourquoi en fait Roux est tombé dans l'addiction et ça montre encore une fois ce côté très onirique, adolescent, parfois un peu drôle, mais moi j'ai pas l'impression que ça donne envie en tout cas d'en prendre du tout. Et ce que j'ai adoré dans la saison 2, c'est vraiment ce climax, vraiment ce paroxysme de la séquence de Roux qui s'engueule avec sa maman et c'est extrêmement violent et il y a Jules et leur ami là, oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Il est joué par Dominique Fick. Exactement. Elliot. Donc il y a Jules et Elliot dans le salon et en fait cette scène pour moi elle est incroyable et elle est tellement juste dans les propos aussi de Roux parce qu'elle passe par tous les états émotionnels pour pouvoir finalement manipuler les gens qu'elle aime le plus. Et donc je trouvais que c'était bien de voir la saison 1 ça pose les bases, la saison 2 qu'est-ce que ça fait finalement à l'environnement proche des personnes qui aiment ce personnage de Roux qui est addict et quelque part les conséquences dans la saison 3 et l'issue finale et finalement toutes ces phases de dépendance, tous les états dans lesquels elle passe pour malheureusement cette issue finale qui est la mort. Mais je trouve vraiment que si on prend la vision de l'addiction dans l'ensemble de ces 3 séries, c'est extrêmement bien dépeint et je trouve que justement ça glamourise pas du tout, au contraire ça met des gros warnings. Ouais, clairement. Voilà ce qui va vous arriver les jeunes si vous tombez dans la drogue, voilà ce que vous risquez en fait. Ouais. Tout à fait. Bah écoute, c'est très bien résumé ce qu'on avait à dire sur ces 3 saisons. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Euphoria? Non. J'aurais peut-être une petite question plus légère. Ouais. Si on devait faire un spin-off sur un personnage, qu'est-ce que tu... oui, évidemment. Moi c'est mon bébé d'amour. Maddie, je l'aime tellement. J'adorais Kat dans la saison 1 et c'était les deux. Et toi aussi? Oui, Maddie, évidemment, c'est aussi mon personnage préféré et on parlait de Bishop et aussi d'Alamo. Alamo, finalement, on comprend
son aversion, peut-être pas son aversion, mais sa méfiance envers les femmes, parce que voilà, il a connu une mère aussi manipulatrice. Par contre, Bishop, on sait pas vraiment d'où il vient, et Laurie non plus, donc je me dis, tiens, pourquoi pas un petit spin-off sur Bishop et ou Laurie. Oui, et puis là, dans le dernier épisode, tu as une espèce de prémisse de relation entre Maddie et Bishop. Où je me dis, oh mon Dieu, ce couple serait incroyable. Il est tellement complémentaire. C'est clair. D'ailleurs, elle lui dit, il lui demande qu'est-ce que tu aimerais, elle dit un moment de grâce, je crois. Donc, et d'ailleurs, c'est un peu ce que vit Ali dans cette dernière scène, un moment de grâce. Tout à fait. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure. Oui. Merci à toi encore Mathilde d'être venue. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify. N'hésitez pas à venir commenter. Vous pouvez me suivre sur @jutatmecast sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.